Moi, ce soir, je vais vous parler d'abeilles. Je suis ce qu'on appelle un paysan urbain, un apiculteur urbain. Je cultive des abeilles en pleine ville. Et puis mes abeilles, je vais vous les présenter tout de suite. Voilà mes filles. Ça, c'est les abeilles de Neuchâtel. Vous inquiétez pas, elles ne sortent pas. Hop, voilà. Alors, voilà quelques images de Paris. Comment je suis devenu apiculteur urbain. Mes parents ont une maison en Champagne et à l'âge de 15 ans, j'ai planté ma propre vigne. Et puis, avec maintenant 350 pieds, ça produit à peu près 300-400 bouteilles par an, donc une bouteille par jour, ce qui est bien. Et puis ensuite, j'ai conçu un potager en permaculture, puis un arboretum avec des variétés d'arbres avec un thème sur l'été indien. C'est-à-dire que c'est vert toute l'année, puis à l'automne, ça explose de rouge et d'autres couleurs. Et puis je me suis dit, naturellement, il faut installer une ruche, quoi. Donc voici ma première ruche en Champagne. Et voici ma première capture d'essaim. Donc tout de suite, je me suis passionné. Une ruche, 2 ruches, 3 ruches. Une fois qu'on est piqué, on ne peut plus s'arrêter. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas en installer à Paris, parce que je poursuivais mes études de philosophie à Paris. Et donc le 1er avril 2008, j'ai écrit au gouverneur militaire de Paris en lui demandant de participer à ma démarche d'installation d'abeilles en ville. Un mois plus tard, pas de réponse, je les rappelle. Et puis là, le secrétaire me dit, mais attendez, c'était pas un officier qui nous faisait une blague? Parce qu'en fait, oui, j'avais envoyé mon courrier le 1er avril. Et voilà, hasard du calendrier, il m'avait pris pour un fou. Et puis on discute, et puis finalement, il me dit, pourquoi pas, c'est sympa. Donc une ruche, 2 ruches, 3 ruches. Puis je demande à l'école militaire, qui accepte aussi. Magnifique vue sur la tour Eiffel. Et puis ensuite le musée d'Orsay. Et puis ça continue cette année avec le ministère de l'Intérieur, etc. etc. Voilà une jolie photo avec la mascotte, le chien apiculteur. Donc voilà, ça c'était mes abeilles parisiennes. Encore une jolie vue des Invalides. Et puis... quand j'ai commencé à produire, je me suis dit il faut se distinguer de tout ce qu'on fait déjà. Je me suis dit il faut faire quelque chose de très exclusif parce que c'est Paris. Je vais numéroter les pots à la main comme font les grands crus de Bordeaux ou les grands vins de Bourgogne. Donc j'essaie de produire un miel tout à fait unique et exclusif. Chaque pot est unique. L'autre chose, c'est que les fleurs parisiennes sont des fleurs exotiques. On a du sophora du Japon, du tilleul de Crimée, du mahonia, etc. Ce qui fait que le goût est aussi unique. Il a un goût de fruits rouges, de cassis, avec une finale en menthol. C'est un miel qu'on ne peut pas trafiquer. 3 choses que j'aimerais que vous reteniez ce soir, 3 chiffres, c'est que 80% des espèces végétales dans le monde dépendent des pollinisateurs pour leur survie et leur reproduction. La deuxième chose, c'est qu'on perd chaque année une ruche sur 3. C'est épouvantable. Imaginez un paysan qui perd une vache sur 3 chaque hiver. Et la dernière chose, c'est que 40% de ce qu'on mange, de l'alimentation mondiale, dépend directement des pollinisateurs, dont le principal est l'abeille mellifère. Alors les causes sont multifactorielles. J'en reparlerai un peu plus tard, mais principalement c'est la désertification des campagnes, les pesticides et les invasifs. Voici un joli champ de colza, c'est magnifique. Ça fleurit 10 jours, 2 semaines, ça fait du miel, les abeilles vont dedans évidemment. Mais au bout de 2 semaines, il n'y a plus rien. C'est un désert biologique. Il n'y a plus une fleur. Ça, c'est le terroir idéal pour des abeilles. C'est-à-dire que vous avez des arbres partout, des fleurs des champs, des haies qui permettent aux abeilles de se nourrir tout au long de l'année avec les floraisons successives. Voilà, encore une image de terroir. Ça, c'est un exemple tout bête. Dans le canton de Neuchâtel, on avait ce petit oiseau qui s'appelle le pigrèche écorcheur. Mais il a disparu. Pourquoi? Parce que les paysans arrachent les haies depuis 50 ans. Donc ce petit oiseau a disparu. C'est un oiseau qui est amusant parce qu'il cultive il attrape des proies puis il les pique sur les barbelés ou sur les épines. Mais on ne le verra plus dans le canton à moins qu'il soit réintroduit. Ça c'est un champ de blé, c'est superbe aussi. Mais je vous défie de trouver des fleurs dans un champ de blé. Depuis 50 ans environ. Alors vous me direz, oui, on peut trouver des coquelicots. Oui, on en trouve 2-3, du liseron si le paysan n'a pas complètement gazé son sol.
Euh, voilà, le champ de blé, c'est un désert biologique. Je reviens à mon champ de colza. D'accord, il fleurit, d'accord, il fait du miel, mais le problème, c'est qu'il est bourré de pesticides. Et que ce soit exposé sur le champ ou que ce soit des graines directement enrobées ou bien des OGM, principalement les néonicotinoïdes, c'est ce qui abîme énormément nos colonies d'abeilles. Donc voilà, je parlais de la toxicité. C'est pas pour rien que le monsieur il se protège quand il prépare les produits. Voilà une jolie forêt aussi. C'est une forêt cultivée en sylviculture régulière, donc c'est toute la même espèce et du même âge. Il n'y a pas de fleurs. Vous me direz, il y a peut-être du miel là, on peut faire du miel de milléla, peut-être certaines années, mais il n'y a pas de fleurs. Pourquoi ? Parce que la lumière ne vient pas jusqu'au sol, puis vous n'avez pas une anémone, rien du tout. Les forêts sont intéressantes pour les abeilles si elles sont cultivées en sylviculture irrégulière, c'est-à-dire de toutes les espèces et de tous les âges. Ensuite, je vais venir aux invasifs, aux problèmes autres que connaissent les abeilles. Depuis une vingtaine d'années, il y a un petit acarien qui est arrivé d'Asie. C'est l'équivalent d'un lapin qui vous suce dans le dos, à peu près. Et puis, c'est lui qui fait s'effondrer les colonies d'abeilles en fin d'été et chaque début d'hiver. Les abeilles asiatiques ont coévolué avec cet acarien depuis des centaines de millions d'années, centaines de milliers en tout cas, et elles savent s'épousseter et le retirer. Et nos abeilles européennes, elles ne savent pas. Donc voilà encore un gros plan d'un acarien en train de parasiter son hôte directement sur la larve. Et puis une fois que l'acarien a percé l'exosquelette de l'abeille, même s'il la laisse en vie, eh bien, elle n'a pas d'autre défense immunitaire que ce fameux exosquelette. Donc tous les virus rentrent ensuite dans son corps. Le frelon asiatique. Il n'est pas encore arrivé en Suisse, mais ça va venir. Il vient d'arriver à Paris. Il a été signalé l'année dernière en banlieue proche, donc cette année on va s'y coller. Il a suffi d'une seule reine fécondée dans un conteneur en provenance de Chine, dans un conteneur de poterie, je crois que c'était au début des années 2000. Une seule reine fécondée et toute l'Europe est envahie. Alors, nous, on connaît bien le frelon commun, le frelon européen, qui est un régulateur d'espèces, alors que le frelon asiatique est beaucoup plus agressif, c'est vraiment un invasif. 3 à 4 frelons en vol stationnaire devant une ruche suffisent à stresser. Ah, c'est gentil ça. Merci. 3-4 frelons en vol stationnaire permanent devant la ruche vont tellement la stresser que les abeilles sortent plus, ne font plus de miel et la ruche est quasiment condamnée. Les abeilles asiatiques, Apis cerana, elles connaissent la ruse. Elles laissent rentrer le frelon dans la ruche, elles reculent, elles le laissent rentrer, puis quand il est bien rentré, elles lui tombent dessus, et puis elles vont faire une sorte de boule de chaleur et le tuer par hyperthermie. Parce que le frelon supporte jusqu'à 40 degrés, alors que l'abeille supporte jusqu'à 42. Mais l'abeille européenne ne connaît pas la ruse. Et puis on ne peut pas lui apprendre de génération, c'est une coévolution sur des centaines de milliers d'années. Et puis la mauvaise nouvelle, c'est que cette petite bête charmante vient d'arriver en Europe, dans le sud de l'Italie. C'est un petit coléoptère africain qui vient donc d'Afrique du Sud. Et puis une fois qu'il rentre dans la ruche, il commence à la parasiter, manger le miel et puis pondre ses larves. Petit à petit, la ruche elle est complètement pourrie. Donc ça y est, il est en Italie, donc il va petit à petit probablement remonter partout en Europe. Je vous passe aussi tous les virus, loques européennes, américaines, tous ces virus qui sont notamment transportés par Varroa une fois qu'il a percé le squelette de l'abeille. Et maintenant, je vais vous parler de mon expérience suisse. Je suis arrivé en 2011 en Suisse pour travailler dans l'horlogerie. Puis au bout d'un an et demi, je me suis dit que ma passion, c'était pas les montres, c'était vraiment l'abeille. Je vous ai parlé des parasites, des pesticides, de la diversité florale qui était complètement perdue dans les campagnes. Et en milieu urbain, il n'y a pas de pesticides ou très très peu. On en trouve un peu sur les balcons, mais c'est pas ça qui va faire les mielés et beaucoup intéresser les abeilles. En ville, quand on pense fleurs, il faut penser arbres. De la même manière, donc pas de pesticides et surtout énormément de floraison permanente. On commence en février sur le romarin et puis on va poursuivre ensuite avec les tilleuls, les érables, jusqu'à novembre sur le lierre. Moi, ce que je sais, c'est qu'en Champagne, je fais 20 kilos par an et par ruche. À Paris, je monte à 60. Et puis à Paris, je perds pas mes colonies. J'en ai perdu 0 cette année. Alors qu'en Suisse, j'en ai perdu, oui.
Donc là, on est sur les toits du Beau Rivage, à Neuchâtel. Qu'est-ce que je fais en Suisse avec mes abeilles? Je me suis dit tout simplement, il faut développer ce concept qui fonctionne. Les colonies survivent mieux en ville. Pourquoi pas lancer cette histoire en Suisse? Donc Citizen Bees, c'est une entreprise éco-responsable qui a pour objectif de favoriser la survie de l'abeille en installant des colonies en ville, sur les toits des entreprises ou collectivités. Et donc une entreprise fortement engagée dans le développement durable et la relocalisation de l'économie. Pourquoi? Parce qu'on importe environ la moitié du miel d'Europe de l'Est et de Chine. Moi, ce que je veux, c'est faire travailler des apiculteurs locaux avec une production de miel locale et une empreinte carbone quasi zéro. Donc qu'est-ce que je fais? J'installe des ruches sur les toits d'entreprise. Ça permet de produire le miel pour l'entreprise et de faire un projet vivant avec les employés de l'entreprise, avec les clients. C'est-à-dire que c'est pas je vous pose des ruches sur le toit, puis je reviens en septembre avec le miel, et puis voilà. Non, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un projet vivant d'intégration avec les employés. Et je dirais que les maîtres mots, c'est la sensibilisation et la pédagogie. Parce que, un, le sujet est passionnant, mais deux, les urbains sont en grande demande de nature, tout simplement. La deuxième chose, c'est que je me suis dit, que font les grandes boîtes? Tout le monde saura un jour installer des ruches sur un toit, il faut que je me distingue d'emblée. Que font les grandes boîtes? Elles connectent les frigidaires, les lunettes, elles connectent les appartements. Je me suis dit, mais il faut connecter la ruche. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de développer un prototype de ruche qui permet d'avoir une visibilité sur votre ruche en temps réel, grâce à des dizaines de webcams, de capteurs thermiques qui cartographient la ruche, de balances, de panneaux solaires pour rendre le système indépendant, capteurs de force, donc d'hygrométrie intérieure-extérieure, température, sens du vent, etc. Toutes ces données collectées, elles permettent d'abord d'aider l'apiculteur. C'est-à-dire qu'au lieu de se déplacer tous les 3 jours sur les ruches pour voir ce qui se passe, il sait ce qui se passe à distance. S'il y a une mielée qui démarre, ou au contraire, si elles sont en disette parce qu'il pleut, elles remangent leur miel. S'il y a un essaim qui sort, il peut être prévenu automatiquement par un texto sur son attel. On peut générer des alertes, etc. La deuxième grande application, c'est pour le monde scientifique. Le monde scientifique, pour avancer, a besoin de grandes quantités de données. Avec une batterie de ruches monitorée partout en Suisse, on peut commencer à collecter des données statistiques et se demander pourquoi elles survivent mieux en ville et pas à la campagne. Est-ce que c'est les pesticides ou est-ce que c'est les ondes électromagnétiques? Avec beaucoup de données, on peut commencer à comprendre pourquoi ces abeilles disparaissent. Donc, application scientifique. Et la troisième application, c'est une application qui permet tout simplement à l'entreprise ou à ses employés d'avoir sur écran géant dans son hall ou bien dans une cafétéria, de voir ce qui se passe sur leur toit et puis comprendre que aujourd'hui ils ont fait 500 grammes de miel, puis le lendemain 1 kilo, etc. Ça, c'est le cerveau du système qui peut accueillir une centaine de capteurs, et puis il n'est pas seulement passif, il est aussi actif. Donc si je veux fermer une porte ou déclencher un traitement à distance, c'est possible. Donc le champ d'application est très large. La troisième chose, c'est qu'on peut utiliser l'abeille comme station de mesure de l'air et du sol et de l'eau aux alentours. L'abeille, elle va à 3 km autour de sa ruche. Une ruche boit une centaine de litres d'eau par an, donc elle prélève des échantillons. Via l'air, elle prélève des échantillons de poussière aussi, et puis via les fleurs, des échantillons de sol. Donc ce qu'on peut faire, c'est prélever du sang, de l'hémolymphe à l'abeille, et puis analyser tout ça en laboratoire pour comprendre ce qui se passe et repérer les polluants environnementaux. Parce que dans le miel, on ne retrouve rien en fait. On me demande souvent, mais à Paris, le miel doit être pollué, plein de diesel. Non, l'abeille filtre son environnement dans son corps. On retrouve un peu de traces dans la cire, quasiment rien dans le miel, mais surtout dans le corps de l'abeille elle-même. Et la quatrième chose, c'est qu'on parle beaucoup de l'abeille mellifère, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a des centaines, peut-être 400 ou 500 espèces d'abeilles solitaires en Suisse, notamment les bourdons, les osmies, etc. Donc, ce que je fais, c'est que je construis des hôtels à insectes qui permettent de leur donner le gîte, le couvert étant autour, c'est les fleurs, mais on ne trouve plus de vieux bois qui permettent d'accueillir les xylophages, les osmies, les forficules, etc. Donc c'est important aussi de ne pas uniquement agir pour l'abeille mellifère, mais aussi avec les autres pollinisateurs, donc bourdons, osmies, etc. Pour conclure, moi j'ai envie d'être au centre d'un cercle vertueux à 3 parties.
Mon objectif, c'est de faire vivre les apiculteurs. C'est un métier qui est très difficile. Hein. On me dit qu'il faut 300 à 400 ruches pour en vivre. Puis s'il pleut tout l'été, bah, vous faites pas de miel et puis vous vivez pas. Puis l'été suivant, l'hiver suivant, vous perdez encore un tiers de vos ruches. Le deuxième gagnant, c'est l'abeille, hein, tout simplement. Plus de ruches, c'est plus d'abeilles. L'abeille est en voie de disparition, donc plus d'apiculteurs, plus de ruches, plus d'abeilles. Le milieu urbain étant favorable, je l'ai dit. Et le troisième gagnant, c'est l'entreprise et ses employés qui gagnent à mieux connaître les insectes, à être sensibilisés, puis tout simplement recevoir le miel qui est fait par leurs protégés au-dessus de leur tête. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre attention.